Aujourd'hui, première séance consacrée à la séquence 6 d'histoire intitulée La France des années noires, autrement dit la France de la défaite, la France de la collaboration, la France des résistances extérieures et intérieures entre 1940 et 1944, avec comme problématique la question suivante, quelles sont les dramatiques conséquences de la défaite de juin 1940 pour la France. La structure de la séquence reste inchangée. On va donc commencer par défricher ensemble les dimensions temporelles et spatiales. Donc on va commencer par la dimension spatiale avec la carte de la France des années noires des années 1940-1944. Ce qui revient à se demander, au fond, en quoi le territoire de métropole porte-t-il les stigmates, c'est-à-dire les cicatrices, les séquelles de la défaite et de l'occupation entre juin 1940 et l'été 1944. Pour bien comprendre la carte de la France des années 1940-1944, il faut repartir du début. Et le début, eh bien, c'est la déclaration de guerre de la France au Troisième Reich, qui est effective le 3 septembre 1939 à 17h, nous précise le journal Paris Soir. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de constater à travers cette manchette le peu d'empressement finalement qu'ont la France et le Royaume-Uni à déclarer la guerre à l'Allemagne nazie, puisque ça n'est que la conséquence automatique de l'invasion par le Reich de la Pologne, invasion qui a débuté 3 jours avant, le 1er septembre 1939. Ça veut donc dire que Français et Britanniques ont laissé plus de 48 heures à Hitler pour revenir sur sa décision et pour finalement sauver la paix, ce que le Führer n'a pas voulu faire. Et donc c'est contraint et forcé que la France et le Royaume-Uni entrent en guerre contre le Reich, et comme on peut le constater d'ailleurs, la France entre en guerre quelques heures après l'Angleterre, le Royaume-Uni. C'est pour dire le peu d'empressement des Français à faire la guerre au Troisième Reich. Et ce peu d'empressement à se retrouver en guerre le 3 septembre 1939 s'explique par le douloureux et profond traumatisme laissé par la Grande Guerre de 14-18, qui a vu la France littéralement saigner à blanc, avec, je te le rappelle, 1 400 000 poilus, c'est-à-dire des jeunes Français dans la force de l'âge, la jeunesse française fauchée sur le champ de bataille dans les tranchées de 14-18, sans compter les mutilés et autres gueules cassées, qui sont encore bien présents dans l'esprit de tous, puisque ça ne fait jamais que 20 ans que la Première Guerre mondiale a été achevée. Et dans ces opinions publiques franco-britanniques qui sont très très pacifistes, eh bien la guerre a laissé un tel douloureux souvenir qu'il n'est pas envisageable de se retrouver à nouveau en guerre. Et c'est pourtant le cas, et ça c'est un secret de polichinelle, hein, tout le monde le sait. Une guerre qu'un pays n'a pas envie de faire, une guerre qu'un pays fait à contre-cœur, sans en avoir compris et accepté les principaux enjeux, c'est une guerre perdue d'avance. D'autant, et ça aussi c'est révélateur de l'état d'esprit ambiant, que cette guerre doit être menée à titre défensif, c'est-à-dire que clairement le but c'est d'empêcher l'Allemagne de reproduire le scénario de 14-18, c'est-à-dire d'envahir le territoire national.
C'est pour cela qu'il a été confié à l'ancien combattant mutilé de guerre André Maginot le soin de constituer une ligne de fortification infranchissable, ultramoderne, qui engloutit des milliards de nos euros actuels pour littéralement bâtir une muraille qui part de la frontière suisse jusqu'à la frontière belge, avec l'ambition d'ailleurs de couvrir la frontière belge jusqu'à la mer du Nord, mais quand la guerre éclate, les fortifications n'ont pas encore été construites. L'idée, c'est d'empêcher l'Allemagne d'envahir la France. Sauf que pendant les premiers mois de la guerre, c'est-à-dire de septembre 1939 jusqu'au 10 mai 1940, eh bien, il ne se passe strictement rien. C'est la drôle de guerre. Les soldats français s'ennuient à mourir. On envoie en urgence, dans le cadre du théâtre aux armées, on envoie les chansonniers, les vedettes de music-hall, comme on dit à l'époque, pour distraire les soldats. On envoie en urgence des milliers de ballons de football pour permettre aux jeunes soldats de garder la forme et de passer le temps. On renvoie même à l'arrière pour faire les moissons, on renvoie les agriculteurs puisque de toute façon on n'a pas besoin d'eux puisqu'encore une fois il ne se passe rien, à l'abri des fortifications de la ligne Maginot. Et la photo que tu peux voir en bas à gauche de la diapo, où on voit des soldats français détendus en train de cueillir des fleurs, eh bien, illustre parfaitement ce que fut cette drôle de guerre de septembre 1939 au 10 mai 1940. Sauf que, si l'on peut dire les meilleures choses ont une fin, et le 10 mai 1940, les armées allemandes envahissent brutalement les Pays-Bas, la Belgique et le nord de la France, sans oublier le petit Luxembourg. Et en fait, les Allemands ont reproduit très fidèlement le scénario de 1914, quand ils avaient violé la neutralité belge pour foncer sur Paris, afin de contourner finalement les troupes françaises massées à la frontière de l'Alsace et de la Lorraine. Et bien là, c'est quasiment le même scénario, à la différence près que les troupes françaises sont massées à l'abri des fortifications de la ligne Maginot, donc à hauteur de l'Alsace-Lorraine, donc incapables de défendre le nord de la Belgique, qui a été confié à la défense de l'armée britannique, mais l'armée britannique est bousculée, l'armée britannique est rejetée sur les plages de la mer du Nord, séparée du gros des troupes françaises, et ouvrant la porte en plus à l'invasion allemande sur Paris. Les Britanniques, séparés donc des armées françaises, se retrouvent très vite acculés à la mer du Nord en l'occurrence, sur les plages de Dunkerque, obligés de rembarquer en catastrophe à bord de tout ce qui peut flotter, à destination du Royaume-Uni, en abandonnant tout le matériel lourd, les chars en particulier, et en abandonnant aussi des dizaines de milliers de prisonniers, tous ceux qui n'ont pas pu être embarqués à temps, ce qui permet à Hitler de foncer l'esprit libre de ce point de vue sur Paris et sur le territoire français, puisque la menace britannique n'existe plus. Paris n'étant pas véritablement un objectif militaire, plutôt un symbole, Paris étant militairement indéfendable, le gouvernement français qui a évacué la capitale dans l'urgence et qui est parti se réfugier à Tours avant de devoir à nouveau
reculer et de se réfugier et de s'exiler à Bordeaux, Paris est livré à l'occupant, c'est-à-dire que Paris est annoncé ville ouverte. Et le 14 juin 1940, les soldats allemands défilent triomphalement sur les Champs-Élysées dans un Paris quasi désert, puisque la plupart des Parisiens ont fui l'avancée des troupes allemandes. Et on arrive à cette idée assez folle finalement que en à peine 4 semaines, Hitler est parvenu à réaliser ce que l'armée allemande de l'empereur Guillaume II n'avait pas réussi à faire en un peu plus de 4 ans pendant la Première Guerre mondiale. Et si Paris est déclarée ville ouverte, c'est parce que c'est pour lui éviter en fait le sort de Varsovie en Pologne ou de Rotterdam aux Pays-Bas, villes qui ont été copieusement bombardées et en grande partie détruites par la Luftwaffe, c'est-à-dire l'armée de l'air allemande. Donc c'est pour éviter ce sort à la ville lumière, puisque de toute façon ça n'aurait rien changé au sort de la bataille de la campagne de France. Eh bien, pour préserver la ville et ses monuments, Paris est donc livré aux troupes allemandes. Et pendant ce temps-là, c'est l'Exode, un terme emprunté à la Bible, puisque l'Exode avec un grand E désigne dans la Bible des Juifs et aussi d'ailleurs des chrétiens, la fuite hors d'Égypte du peuple d'Israël, le peuple juif guidé par Moïse. Là, c'est pas Moïse qui pousse le peuple français, belge, hollandais ou luxembourgeois sur les routes de France, c'est plutôt la trouille, la panique qui jette sur les routes plus de 8 millions de civils qui, à bord de chariots, de charrettes, à vélo, en automobile pour ceux qui en possèdent et qui ont aussi les moyens de ravitailler en essence, ou tout simplement à pied, fuient l'avancée foudroyante des Allemands qui balayent tout sur leur passage. Hitler ayant ordonné, ce qui est d'ailleurs un crime de guerre, ayant ordonné à la Luftwaffe de mitrailler les colonnes de civils, eh bien la panique est amplifiée, le désordre est amplifié, et quand les routes sont obstruées par ces millions de civils désorientés, déboussolés, paniqués, et aussi affamés d'ailleurs au passage, parce que le ravitaillement pose d'énormes problèmes sur les routes, eh bien les troupes françaises qui montent au front se trouvent gênées, se trouvent empêchées de passer, ce qui évidemment fait encore plus le jeu des Allemands. Parce que c'est vraiment, quand je parle d'avancée foudroyante, c'est vraiment peu de le dire, parce qu'on est en fait dans ce qu'on appelle la Blitzkrieg, la guerre éclair, la guerre foudroyante, puisque, comme tu peux le regarder sur cette carte, l'invasion allemande commence au matin du 10 mai 1940, le 14 juin, les Allemands sont à Paris. Le 19 juin, ils ont atteint la presqu'île de Cherbourg dans la Manche face à la Grande-Bretagne. Mais le même jour, ils arrivent à Brest. La veille, le 18 juin, les soldats allemands sont entrés dans Moulins-sur-Allier, n'ont pas encore franchi le pont Rouge-Morte parce que l'armée française, dans sa fuite, dans sa retraite, a fait sauter une arche du pont pour paralyser, freiner l'avancée des Allemands, mais ça ne va pas les freiner longtemps, puisque le 20 juin, les troupes allemandes sont à Vichy, mais aussi à Lyon. Le lendemain ou le surlendemain, les Allemands sont sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Et si la guerre s'était poursuivie au-delà du 22 juin, il est probable que les soldats allemands auraient atteint la Méditerranée
probablement au début du mois de juillet, au plus tard à la mi-juillet. Et ce qui retarde les Allemands, c'est davantage la panne d'essence qui menace les chars qui avancent trop vite et les camions-citernes de ravitaillement peinent à suivre, parce que c'est vraiment la débâcle, rien n'arrête les troupes allemandes, et contrairement à 1914 par exemple, il n'y aura pas de miracle sur la Marne, ni même sur la Seine, ni même sur la Loire, pour stopper l'avancée allemande. Sorti de sa retraite et devenu chef du gouvernement dans l'urgence, dans le contexte de l'invasion, la vieille gloire de 14-18, c'est-à-dire le maréchal Pétain, celui qu'on surnomme le vainqueur de Verdun, s'adresse au peuple français à la radio le 17 juin, message relayé dans les journaux dès le lendemain, dans les journaux papier dès le lendemain, pour dire au fond tout haut ce que beaucoup de Français pensent honteusement tout bas, sans oser le dire, sans oser se l'avouer, c'est que la guerre est perdue de toute manière, c'est l'évidence, et que la France doit maintenant engager des négociations pour cesser les combats, puisque la guerre est perdue. Cet appel du 17 juin 1940 du maréchal Pétain, à ne surtout pas confondre avec l'appel du lendemain du général de Gaulle, qui dira à peu près exactement l'inverse de ce que vient d'annoncer le vieux maréchal, va avoir un effet dévastateur sur l'armée française, parce que si ce message, à savoir que la guerre est perdue, qu'il faut négocier, que le maréchal Pétain se charge de tout, si ce message est destiné à rassurer l'opinion publique française, les civils jetés sur les routes, et à leur redonner confiance, eh bien, pour l'armée qui se bat avec courage, ne faut pas croire que pour les Allemands, l'invasion de la France est si simple que cela et peu coûteuse en hommes. Mais pour l'armée française, l'effet va être dévastateur parce que les soldats français, livrés à eux-mêmes finalement, tant les officiers d'état-major étaient dépassés, ces hommes courageux, prêts à mourir, ma foi, pourquoi devraient-ils mourir, puisque de toute façon, leur chef suprême, ou presque, leur annonce que la guerre est perdue et que finalement, il faut arrêter de se battre. Donc les soldats français se rendent par dizaines, par centaines de milliers, dans les heures et dans les jours qui suivent ce qui sera finalement le désastreux appel du 17 juin 1940. Et on en arrive naturellement au 22 juin 1940, où les représentants du gouvernement français dirigé par le maréchal Pétain vont signer un armistice, c'est-à-dire un arrêt momentané des combats, dans le but de rechercher une solution définitive sous la forme d'un futur traité de paix. Et cet armistice voulu, imploré par les Français et accepté par Hitler, qui n'est pas présent dans la pièce, mais qui est pourtant présent sur les lieux, parce que le Führer, c'est l'un des plus beaux jours de sa vie. Lui, l'ancien petit caporal bavarois, vaincu en 1918, il tient une revanche mémorable. Et c'est pour ça qu'il exige que la signature de l'armistice se déroule à l'endroit même où l'Allemagne de 1918 avait signé l'armistice de Rotonde du 11 novembre, dans le wagon de train même qui avait servi au maréchal Foch de bureau pour faire signer par les représentants allemands cet armistice du 11 novembre, et bien là, c'est le général Weygand, l'ancien bras droit de Pétain en 1918, donc le vainqueur de 1918, qui est obligé de s'avouer vaincu et qui accepte
finalement l'inacceptable, comme tu vas t'en rendre compte tout de suite, mais c'est le prix à payer pour que cessent les combats et pour limiter autant que possible, si c'est encore possible d'ailleurs, les dégâts de l'invasion allemande. Et le général Weygand se retrouve à signer au nom de la France, à accepter 24 clauses, 24 conditions, 24 articles si vous préférez, qui sont tous plus durs les uns que les autres, mais qui ne sont pas négociables. La France n'a rien à négocier, elle est en position de faiblesse extrême. Je vous l'ai dit, si les Français refusent de signer, de toute façon, encore 15 jours, et il n'y a plus de France. Bon, donc la première, une des clauses que je voudrais vous signaler, on ne va pas toutes les étudier, c'est par exemple que plus d'1,5 million de Français se retrouvent prisonniers. Les Allemands ne savent d'ailleurs pas quoi en faire, parce qu'il y a tellement de prisonniers d'ailleurs qu'ils n'arrivent pas tous à les garder, parce que voulez-vous faire d'autant de monde d'un coup. 1,5 million de Français vont être transférés, et puis des jeunes hommes, pas des vieillards. 1,5 million de Français vont être transférés en Allemagne, et ils vont rester enfermés dans des stalags ou dans des oflags, c'est-à-dire des camps de prisonniers de guerre pour soldats ou pour officiers, qui sont heureusement pour les Français, qui ne sont pas des camps de concentration, encore moins d'extermination, qui sont des camps qui sont gérés par la Croix-Rouge, dans lesquels les conditions de vie sont évidemment pas très confortables, mais elles sont supportables. Et ça veut dire que pendant plus de 4 ans, en attendant un traité de paix qui n'arrivera jamais, ils sont, pour ainsi dire, des otages entre les mains des Allemands, entre les mains d'Hitler. Alors, quand je vous parlais d'avant-goût d'un traité de Versailles à l'envers, on retrouve encore cette idée avec une autre décision de l'armistice de Rotonde imposée à la France, c'est les frais d'entretien de l'armée d'occupation, les 100 à 200 000 soldats allemands qui vont rester sur le sol français pour l'occuper, et dont les frais d'entretien, dont le coût, le logement, la nourriture, seront à la charge, non pas de l'occupant, mais de l'occupé. C'est-à-dire que c'est un peu comme si quelqu'un se faisait kidnapper et était tenu de financer son kidnapping et de payer ses kidnappeurs. C'est quand même assez paradoxal. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'Hitler n'a pas digéré, lui, l'ancien combattant de l'armée allemande de 1914-18, n'a pas digéré les réparations imposées par la France et la Belgique à l'Allemagne par le traité de Versailles de 1919 et qui condamnait l'Allemagne à la ruine économique et à la misère. Bon, l'Allemagne n'a jamais payé, d'accord, mais l'intention était très clairement là. Et quand Hitler exige que 400 millions de francs soient versés chaque jour par la France à l'Allemagne, l'idée est la même. Punir la France en la condamnant à la misère, à la faillite, parce que même si je ne suis pas capable de vous dire à combien ça se monterait en euros d'aujourd'hui, mais probablement en milliards, c'est une somme colossale que la France ne peut évidemment pas payer sur des années. Dernier avant-goût d'un traité de Versailles version nazie. De la même manière que les Alliés avaient interdit à l'Allemagne d'avoir une armée professionnelle, digne de ce nom, rappelez-vous, seuls 100 000 hommes étaient autorisés, pas de canons, pas de chars, pas de sous-marins, pas d'avions, etc. Eh bien, le traité de Versailles, l'armistice de Rotonde, du 22 juin 1940, n'autorise l'armée française du régime de Vichy, c'est-à-dire celle de la zone non occupée, n'autorise que 100 000 hommes, pas de chars, contrairement d'ailleurs à ce que montre cette affiche, qui donc en fait est assez menteuse,
pas de chars, pas d'avions, enfin bref, une armée française qui n'existe pas. Et la meilleure preuve que cette armée française, l'armée d'armistice, n'existe pas, c'est que quand Hitler va envahir la zone sud le 11 novembre 1942, eh bien, il n'y aura pas de combat parce que l'armée française n'est pas en état de livrer combat à l'armée allemande. Toutes les clauses, tous les articles de l'armistice de Rotonde du 22 juin 1940 sont plus durs les unes que les autres, mais il y en a une que je voulais souligner, que je garde pour la fin, qui est moralement la plus infamante, qui est la plus inacceptable, la plus honteuse, la plus humiliante, mettez l'adjectif que vous voulez, celle qui n'aurait jamais dû être signée, mais encore une fois, c'était à prendre ou à laisser, et donc le gouvernement français a choisi d'accepter l'inacceptable, et qui consiste à livrer aux nazis des pauvres gens, des civils, hommes, femmes et enfants, des familles entières parfois, qui se sont réfugiés en France, qui étaient de nationalité allemande ou autrichienne, qui étaient juifs ou anti-nazis, ou pourquoi pas les deux d'ailleurs, et qui se sont crus en sécurité à l'étranger, un peu comme la famille d'Anne Frank aux Pays-Bas par exemple, et qui malheureusement pour eux, malheureusement pour elles, pour ces familles, vont être livrés. On voit ici des gendarmes français qui encadrent je ne sais pas si ce sont des anti-nazis ou si ce sont des juifs, autrichiens ou allemands, mais qui vont les réexpédier à l'envoyeur, si j'ose dire, c'est-à-dire qui vont les livrer aux nazis, et vous vous doutez bien que ce qui les attend, c'est la mort, dans les camps de concentration, ou, pour les juifs, dans les camps d'extermination. Si Hitler avait été le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, ce qui heureusement n'a pas été le cas, s'il avait été le grand vainqueur, il aurait probablement infligé à la France un traité de Versailles 2.0 où l'Allemagne nazie aurait donné le coup de grâce à la France, j'imagine, dans la galerie des glaces de Versailles, pour venger l'affront du traité de juin 1919. C'est fort probable. Mais même s'il n'y a jamais eu ce traité de paix, et on peut s'en réjouir en tant que Français, eh bien, l'armistice de Rotonde nous donne quand même un avant-goût de ce à quoi aurait pu ressembler ce traité de Versailles à l'envers. Parce que parmi les clauses de l'armistice de Rotonde du 22 juin 1940, il y a 3 articles, 3 clauses encore une fois non négociable, qui rappelle ce que fut le traité de Versailles. En particulier, la restitution de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne. C'était très clair que si l'Allemagne gagnait la Seconde Guerre mondiale, enfin si elle arrivait à vaincre la France, elle reprendrait à la France l'Alsace-Lorraine, ce qui est fait immédiatement. Mais malheureusement, l'appétit d'Hitler ne va pas s'arrêter à l'Alsace-Lorraine, puisqu'il va faire occuper par ses troupes le Nord-Pas-de-Calais, avec l'intention de détacher le Nord-Pas-de-Calais du territoire français, de le retirer à la souveraineté française définitivement pour le confier à la Belgique, parce qu'Hitler avait l'intention de reconstituer ce qui au Moyen-Âge, rappelez-vous, s'appelait la Flandre. Bon, c'est ce qui est en rouge sur votre carte. La moitié nord de la France est occupée par les troupes allemandes, comme la Pologne, comme la Belgique, comme les Pays-Bas. Ça, c'est malheureusement le prix à payer pour la défaite de juin 1940. Et ça veut dire que toute la moitié nord de la France, plus le littoral atlantique, ce qui est en jaune sur la carte, passe à l'heure allemande, et c'est pas qu'une image, comme les Allemands, encore aujourd'hui d'ailleurs, ont 1 heure de décalage avec la France, eh bien Paris
pendant 4 ans, va vivre à l'heure allemande, c'est-à-dire avec une heure de décalage sur la France non occupée, c'est-à-dire par exemple Lyon, Marseille ou Bordeaux, ou pas Bordeaux, mais Toulouse par exemple, qui auront une heure de décalage puisqu'elles resteront à l'heure, si je puis dire, française. La moitié sud, une petite moitié sud de la France reste en théorie sous souveraineté française, c'est-à-dire celle de l'État français du maréchal Pétain, ce qu'on verra dans la prochaine séance. C'est une France théoriquement libre, mais qui en réalité est indépendante, mais qui en réalité ne l'est pas, et qui d'ailleurs sera envahie à son tour, je vous le rappelle, on l'a déjà vu lors de la séance sur la carte, sera envahie à partir du 11 novembre 1942 et qui sera occupée comme le reste du pays par les troupes allemandes. Mais en attendant ce 11 novembre 1942, eh bien la France, et c'est un cas particulier, c'est le seul cas dans toute l'Europe occupée par les nazis, c'est un cas unique, eh bien il y a une moitié de France qui est occupée et l'autre qui ne l'est pas. Et la frontière entre entre ces deux France, c'est cette fameuse ligne de démarcation qui passe par une quinzaine de départements, dont le département de l'Allier. On en arrive donc à la carte que nous devons réaliser, que nous devons fabriquer, c'est-à-dire la carte de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc une carte dont les couleurs sont déjà disponibles sur ta planche et il n'y a plus qu'à en comprendre la logique en reportant les différentes plages de couleurs et les différents figurés à leur place dans la légende. On commence donc avec les ennemis de la France, c'est-à-dire les puissances de l'Axe, Rome-Berlin, donc autrement dit le Troisième Reich allemand, et de l'autre côté des Alpes, l'Italie fasciste de Mussolini, en marron foncé. L'Allemagne, dès l'armistice du 22 juin 1940, va annexer l'Alsace et la Lorraine perdues le 11 novembre 1918. Et c'est donc cet espace en marron à rayures qu'il faut faire figurer dans la légende. Alors, un territoire qui n'est pas réellement annexé par l'Allemagne nazie, mais qui est retiré par contre à la France vaincue, c'est le Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire que Hitler avait l'intention de recréer, après la guerre, après sa victoire, il avait l'intention de recréer un comté des Flandres tel qu'il existait au Moyen-Âge. Et le comté des Flandres du Moyen-Âge était à cheval sur la Belgique d'aujourd'hui et sur le Nord-Pas-de-Calais français. Donc la région de l'île-Lens, enfin toute cette région est maintenant rattachée au commandement allemand à Bruxelles. Ça n'est donc plus un territoire français. Ensuite, c'est toute la moitié nord de la France, mais aussi tout le littoral atlantique au sud de la Loire jusqu'à la frontière espagnole, qui passe à l'heure allemande, autrement dit occupé par l'Allemagne nazie. Et quand je dis passe à l'heure allemande, c'est pas une simple expression, c'est la réalité, puisque cette zone occupée, qui représente quand même les 3/5 du territoire national, est une zone occupée à l'heure allemande, c'est-à-dire que comme les Allemands ont une heure de décalage par rapport à nous, eh bien, il n'était pas la même heure. Quand il était midi à Lyon, eh bien, il était 13h à Paris, puisque Paris était passé à l'heure allemande. Et pour être très complet, n'oublions pas, en marron foncé, à la frontière entre l'Italie et la France, mais côté français, ces petits territoires alpins et la ville de Nice qui ont été arrachés là encore à la France
pour être confiée à l'Italie fasciste parce que Mussolini, qui était jaloux du succès d'Hitler, a poussé son pays dans la guerre contre la France au mois de juin, poignardant courageusement dans le dos la France, qui était en passe d'être vaincue par Hitler. Mussolini voulait profiter de l'occasion pour récupérer la Savoie, la Haute-Savoie et pourquoi pas toutes les Alpes françaises. Mais comme son armée s'est révélée très décevante et incapable d'envahir la France, Mussolini a dû se contenter des miettes qui lui ont été offertes par Hitler à travers la convention d'armistice du 22 juin 1940 imposée à la France. Et donc ces petits territoires correspondent à ce qui est occupé par l'Italie fasciste à l'été 1940. En effet, si vous êtes observateur, si vous avez une bonne vue surtout, vous voyez se détacher à l'arrière-plan de la photographie les deux flèches de la cathédrale Notre-Dame de Moulins, mais aussi légèrement plus sur la droite les deux flèches de l'église du Sacré-Cœur qui ferme la place d'Allier. Donc en fait, pas de doute, on est bien à Moulins. On est à Moulins vu du pont Règemorte et vu du quartier de la Madeleine. Et bien tout simplement parce que l'Allier et le pont Règemorte sont la frontière, sont la démarcationslinie, comme le met le panneau, comme le dit le panneau, la ligne de démarcation entre la France occupée, Moulins, et la France non occupée, la zone nono, comme on dira familièrement, la zone non occupée, qu'on appelle parfois, mais bien à tort, la France libre, et je vous invite à ne pas utiliser cette expression de zone libre, parce qu'en plus elle risque fâcheusement dans votre esprit de se confondre plus tard avec la France libre, qui est la France résistante, qui est la France combattante, celle du général de Gaulle, et il vaut mieux éviter les fâcheuses méprises, donc il vaut mieux parler de zone non occupée, à la limite zone sud, la Madeleine est en zone sud. Et pour pouvoir passer d'une zone à l'autre, eh bien il faut l'autorisation des Allemands, qui délivrent ou pas les Ausweis, c'est-à-dire les laissez-passer, et qui, selon l'humeur du jour, ou selon les consignes reçues par les douaniers allemands, eh bien, laisse passer ou pas les Moulinois, laisse passer ou pas le ravitaillement, et laisse passer ou pas le courrier entre les deux zones. Et à une époque où très peu de gens ont le téléphone, eh bien, si vous avez de la famille dans l'autre zone, le seul lien que vous pouvez conserver avec le reste de la famille, c'est le courrier. Et si les Allemands décident de ne pas laisser passer le courrier, eh bien vous n'avez aucune nouvelle de votre famille. Et en fait, cette ligne de démarcation, c'est une sorte de nœud coulant qui est passé autour du cou de la France, et en particulier de la France du maréchal Pétain. Si le maréchal Pétain, comment dirais-je, obéit aux volontés allemandes, eh bien on desserrera un peu le nœud coulant, on laissera passer le ravitaillement, on laissera passer les gens, on laissera passer le courrier. Mais si le maréchal Pétain a tendance à ruer dans les brancards, à ne pas obéir comme les Allemands l'attendent, eh bien on resserre le nœud coulant. Alors ensuite, puisque c'est un cas unique dans l'histoire de l'occupation de l'Europe par l'Allemagne nazie, puisque la France est le seul pays à ne pas avoir été occupé intégralement dès le début de l'invasion, eh bien, pour séparer la zone occupée de la zone non occupée, la zone nono, comme on la surnomme à l'époque, eh bien, il faut une ligne, une frontière entre ces deux France. Et cette frontière sera la Demarkationslinie, c'est-à-dire la ligne de démarcation qui traverse une quinzaine de départements français, dont le département de l'Allier,
et qui passe même par la ville de Moulins, puisque c'est le pont Rougemort et la rivière Allier qui forment la ligne de démarcation à cet endroit précis, et que quand on est côté centre-ville, on est en zone occupée. Quand on est côté quartier de la Madeleine, eh bien on se trouve donc au tout début de la zone non occupée. Et pour tous les banlieusards qui veulent se rendre à Moulins, ne serait-ce que pour aller y travailler, s'ils habitent côté Madeleine, eh bien, il faudra présenter l'indispensable Ausweis, c'est-à-dire le laissez-passer, que les Allemands accordent ou n'accordent pas, qui est une sorte de véritable passeport pour franchir l'Allier et pour traverser le pont Rougemort sans se faire tirer dessus par les douaniers allemands. Donc n'oublie pas d'inscrire la ligne de démarcation dans la légende, c'est le gros trait noir qui coupe la France en deux. Alors après, eh bien, c'est maintenant au tour de la France non occupée. Alors, il se pourrait que dans des documents, au brevet, pourquoi pas, ou plus tard, si tu es intéressé par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il se pourrait qu'au détour de textes, de photographies, de légendes de photographie, tu entendes parler de la zone libre. On te dira, la France du maréchal Pétain, c'était la zone libre. Alors, c'est une expression que je n'emploie jamais, comme beaucoup de collègues, parce qu'elle présente deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que c'est très facile ensuite de confondre la zone libre et la France libre, celle du général de Gaulle, qui n'a strictement rien à voir, c'est même le contraire, de la zone libre. Donc c'est très facile de confondre les deux, alors autant éviter la confusion. Ensuite, parler de zone libre, ça laisse entendre que ce territoire français qui échappe donc pour l'instant au contrôle des Allemands, c'est une France qui reste indépendante, qui fait ce qu'elle veut. Or, justement, la France du maréchal Pétain, la France dite du régime de Vichy ou de l'État français, tout ça se dit la même chose, cette France-là a fait à peu près tout, comment dirais-je, elle n'est à peu près pas libre du tout, puisque en réalité, soit elle obéit aux ordres des Allemands, soit elle se plie, avant même qu'Hitler en fasse la demande, aux volontés des nazis. Donc en fait, c'est une France qui est aux ordres, c'est une France qui est vassalisée, comme on aurait dit au Moyen-Âge, ou féodalisée. C'est-à-dire, c'est une France qui est tout sauf souveraine, indépendante. Si tu cherches à l'époque une France souveraine et indépendante, il faut plutôt aller voir du côté de la France libre du général de Gaulle. C'est pour ça que dans la légende, je préfère parler de la France de Vichy, celle du régime de Vichy, la France du maréchal Pétain. Tu peux aussi l'appeler la zone sud, ou tu peux aussi l'appeler la zone nono, c'est-à-dire, comme on disait familièrement, la zone non occupée. Mais de toute façon, cette zone en vert pomme, qui inclut la Corse, va à son tour être occupée à partir du 11 novembre 1942. En effet, les soldats américains débarquant en Afrique du Nord et particulièrement en Algérie le 8 novembre 1942, Hitler n'a pas d'autre choix que de faire franchir par l'armée allemande la ligne de démarcation pour occuper tout le reste du territoire français, parce que s'il ne l'avait pas fait, les Américains et les Britanniques, après avoir chassé les troupes allemandes et italiennes d'Afrique du Nord, auraient probablement traversé la Méditerranée en ligne droite pour débarquer du côté, alors là il y avait le choix, du côté de Perpignan, du côté de Montpellier, du côté de Marseille, du côté de Nice, peu importe, mais auraient débarqué
Et si les soldats allemands n'avaient pas été présents sur les plages, eh bien, il n'y aurait pas eu de résistance. Et ça aurait permis aux Alliés de remonter toute la France, de libérer la France et de s'attaquer à l'Allemagne. C'était un scénario impossible, inacceptable pour Hitler. Donc il fallait préventivement barricader le littoral méditerranéen français. Donc il fallait envahir la zone du maréchal Pétain. Et Hitler choisit, il aurait très bien pu le faire le 10 ou le 12 novembre, mais il choisit exprès la date du 11 novembre, histoire d'humilier un peu plus les Français, puisqu'il ne t'aura pas échappé que le 11 novembre, c'est en souvenir du 11 novembre 1918, et l'armistice de Rotonde, le premier, celui qui consacrait l'humiliante victoire de la France sur l'Allemagne de Guillaume II. Donc Hitler y voit là un petit symbole savoureux au passage, pour bien profiter de sa victoire à lui. Maintenant qu'on a fini d'étudier la première partie de la légende, il est temps de passer à la suite. Et la suite, ce ne sont plus véritablement des plages de couleurs, mais des figurés de légende qui vont nous montrer quels ont été les autres stigmates de l'occupation allemande en France entre 1940 et 1944. Et on peut commencer déjà par cette photographie qui te montre, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail dans le cours, qui te montre des enfants et des adultes juifs en attente de leur déportation vers les sinistres centres de mise à mort, ou les camps d'extermination, dont celui d'Auschwitz, et qui sont là parqués dans des camps de transit après avoir été au préalable raflés quelques jours, quelques semaines auparavant, c'est-à-dire arrêtés en masse dans les grandes villes de France, principalement Paris d'ailleurs, mais pas seulement, et donc qui attendent, sans qu'on leur ait vraiment dit, mais qui attendent leur mort, mais leur mort quelque part en Pologne occupée. Ces camps de transit, on les trouve principalement dans la zone nord, c'est-à-dire la zone occupée par les Allemands dès l'été 1940, et principalement d'ailleurs au sud et au nord de la région parisienne, ce sont les losanges rouges, mais on en trouvera aussi dans le sud de la France, après l'invasion de la zone sud le 11 novembre 1942, et ces camps de transit pour juifs, en fait, avant même d'être des camps de transit pour juifs, étaient en réalité, dans le cas du sud de la France, du côté de Gurs, de Rivesaltes, du Ressé-Bédoux ou du camp des Milles, pas très loin de Marseille. Eh bien, c'était des camps où on avait enfermé les républicains espagnols, ceux qui avaient été chassés d'Espagne par Franco et qui s'étaient réfugiés dans la France de la Troisième République avant-guerre. J'ai dû te dire dans la séquence précédente que les camps de concentration étaient tous situés en terre allemande. Or là, justement, à première vue, il y a une exception flagrante, puisque tu as la photographie du sommet du portail d'entrée du Konzentrationslager, c'est-à-dire du camp de concentration du Natzweiler Struthof, qu'on appelle plus simplement le Struthof, on laisse tomber Natzweiler. Or, ce camp de concentration, il est situé en Alsace, côté français. Donc là, tu vas dire, mais alors, il y a donc un camp de concentration qui n'est pas situé en Allemagne. Sauf que, rappelle-toi, quand ce camp de concentration qui va voir passer et mourir parfois des milliers de déportés français, eh bien, quand il est construit, à partir de l'automne 1940, eh bien, il n'est plus construit en terre française, puisque, rappelle-toi, l'Alsace, Lorraine sont redevenus des territoires du Reich.
Donc, le Struthof a bien été construit en territoire allemand. Et sur la carte, eh bien, c'est le losange noir, le gros losange noir, effectivement, situé pas très loin de la frontière aujourd'hui entre la France et l'Allemagne, mais côté français, situé grosso modo entre Strasbourg et Colmar. Alors, le camp de concentration du Natzweiler Struthof est un premier exemple des violences exercées pendant l'occupation, après la fin des combats de juin 40 et pendant l'occupation, des violences exercées par l'occupant nazi contre les populations civiles françaises. Mais il y a un autre exemple, malheureusement, de violence encore peut-être plus spectaculaire, parce que pas caché du tout, contrairement au camp de concentration. Ce sont les exécutions de masse, les destructions de masse, les tueries de masse. Il y en a eu relativement peu en France, occupée, parce que, encore une fois, la guerre à l'ouest n'est pas réellement une guerre d'anéantissement. C'est pas comme sur le front ouest côté URSS. Mais il est arrivé que l'occupant fasse des exemples pour terroriser la population. Et c'est le cas, en particulier, le 10 juin 1944, à Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, pas très loin de Limoges, où tout un village est massacré, ses habitants brûlés vifs pour la plupart, et le village incendié, démoli, en une journée à peine. Et ce massacre d'Oradour-sur-Glane fera écho à d'autres massacres, parfois moins connus, mais parfois un petit peu moins lourds en pertes humaines, mais quand même, il y en aura d'autres, un peu au sud d'Oradour-sur-Glane, à Tulle, en Corrèze. Les 200 pendus de Tulle rappellent la violence de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Donc ce sont les croix rouges. Violence et donc pertes civiles françaises qui vont avec, qui s'explique aussi par le fait que même si la France a cessé le combat le 22 juin 1940, en réalité la guerre n'est pas totalement terminée, puisque à l'ouest, le Royaume-Uni continue de se battre fort courageusement, et ce qui fait que la France va devenir un théâtre, un champ de bataille collatéral, malgré elle plutôt. Et tu vois cette photographie fort célèbre qui a été prise au début de l'été 1940, au moment où Hitler et son état-major se sont déplacés à Calais pour préparer le futur débarquement de l'armée allemande au Royaume-Uni, débarquement qui n'aura jamais lieu. Mais sur cette photographie, on voit donc l'état-major autour d'Hitler qui observe à la jumelle les blanches falaises de Douvres en territoire britannique, et on mesure, il n'y a pas de trucage, on mesure à quel point le Royaume-Uni est tellement proche de la France, puisque les deux pays ne sont séparés finalement que par ce petit bras de mer que les Britanniques appellent The Channel et que les Français appellent la Manche. Et donc tout cela pour rappeler que la France peut devenir du jour au lendemain un champ de bataille, pour peu que les Britanniques d'abord ou les Américains ensuite ne veuillent débarquer en France pour libérer l'Europe et porter la guerre jusqu'en Allemagne. L'occasion donc de rappeler que le Royaume-Uni, pendant une année entière, va être le seul pays d'Europe de l'Ouest à se battre tout seul
contre l'Axe triomphant, avant que les États-Unis ne viennent à son secours à partir du début de l'année 1942. Et comme tu vas le découvrir au cours de la séquence, le Royaume-Uni en général et la ville de Londres en particulier ont aussi accueilli des gouvernements en exil, des pays vaincus et occupés par les Allemands. Il y aura un gouvernement belge, un gouvernement norvégien, hollandais, mais il va y avoir un gouvernement français qui poursuit la lutte depuis Londres, depuis le Royaume-Uni, contre l'Axe. Et cette France, qui n'est donc pas celle du maréchal Pétain, qui est même l'ennemi du maréchal Pétain, c'est la France libre, la France du général de Gaulle, cet homme qui, le 18 juin 1940, a appelé les Français de tous horizons à le rejoindre pour poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale aux côtés des alliés de la France et du Royaume-Uni. Et donc, en attendant que De Gaulle installe sa capitale, la capitale de la France libre, à Brazzaville, dans l'Empire colonial français, puis à Alger, Londres, de juin à octobre 1940, va être la première capitale de la France libre, de la France qui a dit non à Hitler et à Pétain, de la France qui résiste. De cette France qui résistera jusqu'à sa libération par les alliés anglo-américains qui débarqueront sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, début de la reconquête de l'indépendance nationale et de la liberté pour les Français occupés pendant plus de 4 ans par les nazis. Il s'agit donc de la flèche verte, ou plus exactement des flèches vertes, parce que j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir une autre fois. Ce que beaucoup de gens ignorent dans notre propre histoire nationale, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu un, mais 2 débarquements alliés à l'été 1944. Le premier a clairement volé la vedette au second, à savoir que le débarquement de Normandie du 6 juin 1944, c'est le plus important à tout point de vue. C'est celui qui va conditionner la suite, selon qu'il va être une réussite ou un échec. C'est celui qui a mobilisé le plus de troupes, c'est celui qui a été le plus médiatisé, y compris d'ailleurs par le cinéma d'Hollywood après-guerre. C'est celui donc de Normandie le 6 juin 1944. Mais il ne faut pas oublier que le 15 août, soit à peu près 2 mois après, un autre débarquement a lieu en Provence, du côté de Marseille, pour prendre à revers l'armée allemande, attirée au nord du pays par la défense justement de la Normandie et du nord de la France. Et donc les Alliés débarquent dans le dos des Allemands le 15 août 1944 également. Et comme la France est redevenue un champ de bataille, un certain nombre de Français, notamment des jeunes Français, notamment des hommes, mais pas seulement, des femmes aussi participeront de leur côté, avec leurs moyens, des jeunes Français vont vouloir participer à la résistance et à la libération du pays. Et ici, tu découvres des jeunes que l'on appelle des maquisards, que les Allemands appellent des terroristes, et qui se cachent dans les montagnes, dans les forêts, qui survivent et qui s'entraînent, qui s'organisent pour peu qu'ils bénéficient de parachutage d'armes par les Alliés, et qui entendent bien participer dans le dos des Allemands au combat de la libération. Et ces maquis
pour la plupart, donc ce sont les cercles en vert, sont situés dans les zones les moins bien quadrillées par l'armée allemande, les plus difficiles d'accès, donc les plus forestières et les plus montagneuses, c'est-à-dire les Alpes, le Massif central, les Pyrénées, ce qui explique que les maquis de la résistance soient beaucoup plus importants en zone sud qu'en zone nord, parce qu'en zone nord, le relief, la végétation ne se prête pas bien à ce type d'implantation locale de la résistance, même si on trouve quand même des maquis relativement importants en Bretagne. Mais comme tu le découvriras aussi le moment venu, la résistance française ne se limite pas aux seuls maquis et à leurs maquisards. La résistance française n'est pas d'ailleurs uniquement forcément militaire, armée. La résistance est à la fois partout et nulle part, puisqu'elle est quand même obligée de se cacher, aussi bien de la Gestapo allemande que de la police de Vichy. Et c'est ce qui la rend difficile d'ailleurs à cartographier, parce que la résistance elle est partout et nulle part, donc comment la faire figurer sur une carte? Mais ce qui est néanmoins incontestable, c'est que cette résistance est d'abord et essentiellement urbaine dans les villes, parce que finalement, dans les villes, certes, on est au contact de l'occupant, on est au contact de l'ennemi, mais c'est peut-être plus facile, effectivement, d'agir au nez et à la barbe de l'occupant mêlé dans l'anonymat de la foule des villes. Et donc, c'est pour ça que les principales bases urbaines des mouvements de la résistance intérieure, c'est Lyon, c'est Paris, ce sont les grandes villes de France. Donc les gros points verts. Et si Paris a perdu le statut de capitale de la France, avec l'occupation, puisque je te le rappelle, ce qui reste de la France, elle s'est repliée à Vichy avec le maréchal Pétain, faisant de la ville de l'Allier, de la ville bourbonnaise, la capitale provisoire de la France. Mais si Paris a donc perdu son titre officiel de capitale de la France, Paris reste néanmoins évidemment la capitale officieuse, et notamment la capitale officieuse de la résistance intérieure française, puisque c'est le 27 mai 1943 que ce héros authentique de la résistance française, cet adjoint incomparable du général de Gaulle, ce représentant du général de Gaulle dans la France occupée, qui porte le nom de Jean Moulin, va fonder et présider le Conseil national de la résistance, qui n'est rien moins qu'un parlement, certes clandestin, certes sans réelle capacité d'action pour l'immédiat, puisque la France est occupée, mais qui prépare et qui jette les bases de l'avenir de la France républicaine. Et Jean Moulin, donc, va avoir le temps, avant d'être arrêté, d'être trahi, arrêté et de mourir sous la torture, va avoir le temps de fonder ce CNR, ce Conseil national de la résistance, dont nous aurons l'occasion de reparler. Et donc, c'est le dernier élément de la légende, mais c'est un élément important, le CNR, fondé par Jean Moulin en 1943. Voilà, ça fait donc une carte riche, certes, mais tout simplement à l'image de la séquence qui est elle-même extrêmement riche. Voilà, je te laisse maintenant apprendre la carte, et à bientôt pour une nouvelle séance.